Andréane Blais, directrice au Conseil régional de l'environnement et aussi coordonnatrice de certains comités, notamment celui des milieux humides et hydriques et celui des indicateurs environnementaux au regroupement national des creux. Donc, aujourd'hui, je viens vous entretenir là, sur, encore une fois, là, comme les deux conférenciers précédents, sur les besoins du regroupement national et des creux en lien avec la science relative aux eaux souterraines. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas le regroupement national, donc ça me fait plaisir de prendre quelques instants là, pour vous les présenter, ces fameux conseils régionaux. Donc, le regroupement national, comme son nom l'indique, regroupe 16 conseils régionaux de l'environnement à travers le Québec, qui existent là, pour certains depuis plus de 50 ans. Plusieurs fêtent cette année là, soit leur 20e, leur 25e anniversaire. Et la seule région au Québec où on n'est pas présent, c'est le nord du Québec. Donc, les 16 creux interviennent en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement dans chacune des régions du Québec. Leur action vise surtout à intégrer des préoccupations environnementales dans les processus de développement, notamment pour harmoniser la protection et l'amélioration de l'environnement, mais aussi prendre en compte l'équité sociale et le développement économique. L'approche que les creux privilégient est une approche en concertation. Donc, une approche qui se veut constructive, axée sur les solutions, l'éducation, la sensibilisation, mais aussi beaucoup sur les réalités locales et régionales. Donc, chaque creux demeure indépendant dans ses approches, autonomes, mais certaines positions sont quand même communes là, au niveau du regroupement. On défend notamment des valeurs fondamentales comme la solidarité, l'équité et le respect. Pour ce qui est du regroupement national, il a été fondé en 1991 et regroupe, comme je l'ai mentionné, tous les conseils régionaux. Et la mission du RN est de contribuer au développement et à la promotion d'une vision nationale du développement durable au Québec. On est surtout reconnu auprès des décideurs et des acteurs clés en matière environnementale comme un leader au niveau de notre réseau, de notre rigueur, au niveau de nos interventions et, comme je l'ai mentionné, de notre approche qui se veut constructive et axée vers des solutions. Le RN, pour atteindre sa mission, intervient de différentes façons. Notamment par des mémoires et des auditions. Donc, depuis les 20-30 dernières années, on a contribué quand même relativement de façon importante à différents enjeux que je vais vous présenter dans quelques instants, par la rédaction de mémoires et de notre présence à l'Assemblée nationale, tant aussi au niveau fédéral que ici au niveau québécois, sur différents outils législatifs. On intervient aussi au niveau de nombreux projets provinciaux. Vous avez peut-être entendu parler par notre propre énergie, climat de changement, donc différents projets là, où que l'ensemble des creux sont interpellés. On a une approche aussi de concertation. On siège sur plus d'une centaine de comités à travers les différents creux, des comités provinciaux, des comités aussi locaux. Donc, notre action là, est vraiment à différents niveaux de concertation. On a aussi différents comités techniques. C'est aujourd'hui, ma présentation va aussi porter sur ce volet-là au niveau des comités techniques. On a 13 comités techniques, comités thématiques, qu'on pourrait dire. Vous les voyez ici, ces 13 comités formés des différents membres, des différents employés des creux à travers le Québec. Donc, pour chaque comité, ce qui est intéressant, c'est qu'on ramène l'expertise locale, régionale au niveau provincial. Donc, ça fait une richesse très intéressante. Puis, je vous dirais des débats très animés. Les débats, on ne les fait pas juste à l'extérieur du réseau, mais on les fait aussi dans le réseau. Donc, les différents enjeux, c'est surtout des enjeux d'actualité. Donc, quand on va publier un mémoire, quand on va publier un avis, on publie aussi ce qu'on appelle nos plateformes thématiques. C'est toujours nos comités qui soutiennent là, le développement de ces positions. Donc, en s'appuyant sur les comités, en s'appuyant sur les compétences et l'expertise, là, c'est plus de 120 employés à travers tous les creux au Québec. C'est plus de 1600 membres et de nombreux partenaires là, qu'on oublie de compter. Il y en a beaucoup. Donc, la RN possède un réseau très, très, très large là,
pour bâtir ces aspects-là thématiques. Donc, comment la position du ARN, donc du regroupement national, vient s'intégrer dans les enjeux sur l'eau? Vous avez vu Catherine aussi et le ROBVQ, bien, Conservation de la nature et le ROBVQ, qui ont présenté de nombreux aspects là, par rapport aux enjeux des eaux souterraines, quand même assez particulièrement ciblés sur les milieux naturels, sur l'eau. Le ARN a cette particularité où que nos enjeux sont quand même très élargis. Donc, vous comprendrez que la mission des CRE les amène à établir des priorités environnementales. Donc, dans chacune des régions administratives, ce n'est pas nécessairement l'ensemble des 13 enjeux et peut-être même plus pour certains CRE qui vont se développer. Certaines priorités dans ces enjeux-là vont primer au niveau régional, au niveau local aussi. Donc, les CRE se doivent d'avoir une base quand même importante, des connaissances aiguillées et actualisées pour cibler des priorités environnementales. Donc, à chaque année, on fournit au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique les priorités environnementales de chaque conseil régional. Donc, ça vient soutenir là, la réflexion au niveau du MELCC. Et ces priorités environnementales, donc, comme j'ai mentionné, se doivent d'être soutenues par des connaissances aiguillées et actualisées. Ça se doit aussi d'avoir des enjeux transversales. Ça, c'est super important, puis je vais vous le montrer tantôt. C'est que les eaux souterraines sont un enjeu, mais les eaux souterraines touchent tellement d'enjeux que ça se doit d'être vraiment, les eaux souterraines, un enjeu transversal qui vient toucher de nombreux autres enjeux. Donc, c'est un dossier où que peu de CRE sont spécialisés. Le ROBVQ, notamment, a une spécialisation. Donc, on est partenaire, notamment aussi avec le ROBVQ dans différents enjeux relatifs aux eaux souterraines. Donc, le partenariat est super important pour développer nos connaissances. Malgré qu'on a un beau réseau, comme je vous ai présenté, d'experts, les eaux souterraines demeurent quand même quelque chose de, je ne dirais pas nouveau, là, ça fait plusieurs années que le sujet est présent, mais les connaissances deviennent de plus en plus approfondies et ça nous prend des partenaires là, pour nous permettre d'aller vers ces connaissances et l'intégration de ces connaissances dans nos enjeux. Donc, si on vient à la fameuse question du départ, donc, je crois, je ne sais pas si c'est moi qui dois animer la question, mais je vous dis la réponse. Donc, les eaux souterraines viennent toucher 12 enjeux parmi les 13. Je n'ai pas inclus le transport parce qu'au niveau des CRE, le transport est surtout relatif à la réduction des GES, donc des gaz à effet de serre, mais le transport pourrait quand même, peut-être qu'éventuellement on va intégrer les eaux souterraines, mais apporter certains polluants, notamment le pétrole par le ruissellement de surface vers l'intégration dans le sol. Mais pour l'instant, nos plateformes n'ont pas intégré là, notamment spécifiquement l'enjeu des eaux souterraines dans le transport. Mais agriculture, mines, matières résiduelles via les sites d'enfouissement, l'eau, les lacs, milieux humides et hydriques, développement durable, sols contaminés, énergie, changement climatique, les aires protégées, biodiversité, les forêts, l'aménagement du territoire, les indicateurs environnementaux sont tous des enjeux où le dossier des eaux souterraines est intégré et discuté au sein du réseau. Donc, on s'intéresse particulièrement à la quantité et la qualité de l'eau. C'est notamment le cas des rejets d'eau usée non traités dans l'environnement. On pense rejet municipal, industriel, individuel, l'apport de fertilisants ou d'engrais chimiques dans les pratiques agricoles, le rejet des activités minières, notamment en Abitibi-Témiscamingue, et d'autres industries manufacturières, métallurgiques, donc qui peuvent apporter là, certains contaminants. Les apports en nutriments aussi est une problématique au niveau de l'eutrophisation. On a vu notamment dans un dossier où que les puits des riverains étaient contaminés par des toxines de cyanobactéries, donc un transfert quand même intéressant là, du lac ou des eaux souterraines là, vers les puits des riverains.
Aussi, on parle aussi de métaux lourds, notamment dans certaines espèces de poissons dans les lacs qui proviennent d'une contamination des eaux souterraines. Madame Larocque l'a notamment mentionné dans différents articles, là, ce lien-là entre les eaux souterraines et la contamination de la faune là, au niveau des grands lacs et des petits lacs. Là. Donc, il y a aussi certaines activités qui viennent influencer la quantité d'eau. On pense notamment, puis ça, c'est toutes des choses que vous savez, là, mais je veux faire le lien avec nos enjeux. Donc, au niveau des changements climatiques, on pense aussi à la surexploitation des eaux souterraines, notamment au niveau du secteur minier, pâte et papier, l'utilisation de l'irrigation en milieu agricole, aussi par rapport à l'exploitation des eaux pour l'eau embouteillée. Souvent, la problématique des eaux souterraines se fait sentir à plus long terme. Donc, c'est un problème qui peut se mettre longtemps à apparaître. Donc, c'est très important d'agir en prévention pour vraiment couper à la base là, certaines problématiques. Donc, on est appelé dans différents dossiers, que ce soit l'établissement de minière, que ce soit l'établissement d'industrie, à se prononcer, à apporter notre avis dans différents comités. Et c'est sûr que le dossier des eaux souterraines vient directement jouer là, sur les avis qu'on vient apporter. 3 exemples qu'on a mis notamment récemment dans différents mémoires. Il y en a un, c'est pas récemment, mais le fameux dossier des gaz de schiste, où on avait émis un projet là, où l'actuel projet à ce moment-là, là, c'est des années 2012, reconnaissait l'importance de l'enjeu des eaux souterraines, mais la superficie des territoires considérés était quand même très faible. Notamment aussi le récent rapport sur l'impact des pesticides en milieu agricole au niveau de la capacité de support des écosystèmes, ou aussi notre plateforme sur les milieux humides et hydriques, là, où on mentionne l'importance d'appuyer la recherche sur les fonctions écologiques, notamment en lien avec les eaux souterraines. On a aussi différents CRE, donc conseil régional, qui interviennent, notamment le CRE Environnement Mauricie, dans le cadre du dossier climat de changement, intervient beaucoup au niveau de l'eau potable. Le dossier du conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue aussi, qui siège sur la Société de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue. On a aussi, nous, le Conseil régional de l'environnement au Centre du Québec qui a pris en compte là, le dossier des eaux souterraines dans le cadre des plans régionaux des milieux humides et hydriques sur le territoire du Centre du Québec. Nos besoins, je termine avec ça. J'ai fait le lien avec quelques recherches que la chaire a réalisées. Merci, hein, il y a des outils vraiment intéressants sur le site Internet. Notamment tout ce qui concerne le dossier des changements climatiques, le développement d'outils destinés à évaluer l'effet des changements climatiques est primordial. Beaucoup de CRE accompagnent des instances municipales dans des plans d'adaptation au changement climatique. En dessous, j'ai mis là, différents enjeux touchés là, au niveau des 13 enjeux, et 12 plus particulièrement au niveau des CRE. La gestion des milieux hydriques. Donc, tout ce qui concerne là, le lien avec les milieux hydriques est très important aussi dans différents dossiers. L'agriculture, comme je l'ai mentionné, notamment toute la recherche que la chaire fait sur l'utilisation des eaux souterraines pour la production agricole. Les espèces menacées vulnérables, comme Catherine l'a mentionné. On travaille aussi dans différentes régions sur plusieurs espèces menacées, dont les salamandres de ruisseau, qui ont besoin de ces eaux souterraines de résurgence dans les Appalaches. Donc, c'est toutes des études que vous réalisez qui sont très intéressantes. Donc, les différents besoins, le lien des différents enjeux en environnement avec la protection des eaux souterraines. Là, je fais le lien avec les questions que Marie Larocque a montrées au début. Donc, c'est beaucoup en lien avec le besoin des milieux naturels reliés aux eaux souterraines, la pression exercée sur ceux-ci. On a besoin notamment que vous poursuivez les fiches synthèse parce que souvent, on n'a pas le temps de lire l'ensemble des mémoires. Donc, les fiches synthèse sont très intéressantes. De se mettre en lien avec des acteurs clés à consulter quand on a des mémoires rapidement à émettre. L'intégration des eaux souterraines dans la prise de décision en aménagement du territoire, notamment la localisation des milieux naturels que les MRC et les municipalités doivent conserver. Des exemples d'intégration dans les réglementaires, dans les outils d'aménagement du territoire, des exemples de cas concrets.
Aussi au niveau des recommandations à intégrer dans les positions du ARN, notamment vos positions que vous développez, des groupes de réflexion qui seraient mis en place et la dynamique dans un contexte de changement climatique qui est primordial, notamment des modèles prédictifs, l'intégration dans les plans d'adaptation au changement climatique, c'est tous des outils, des besoins que l'on a. Et finalement, je termine en mentionnant une acétate que j'avais trouvée très intéressante de Mme Dessel et de M. Lefebvre au rendez-vous des OBV en 2020, qui présentait un peu le schème de réflexion par rapport à l'intégration des eaux souterraines. Je crois pour nous qu'on arrive vraiment aux deux dernières, qui est la priorité et les secteurs prioritaires à identifier et l'évaluation des actions possibles, notamment en lien avec les écosystèmes et la gouvernance. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris en compte nos besoins puis espérant pouvoir là, développer d'éventuels partenariats avec vous.